Je m'appelle Elena Vasquez et depuis plus de 3 décennies, je porte en moi une histoire que j'ai tenté, de toutes mes forces, d'enfouir au plus profond de la terre des Great Smoky Mountains où elle est née. À l'époque, je n'étais qu'une femme discrète, armée d'un appareil photo d'occasion et d'une tendance à arpenter des sentiers que la plupart des gens ne prenaient jamais la peine de chercher. Je ne m'attendais pas à être le témoin d'une femme rencontrant Bigfoot en personne et encore moins à immortaliser cet instant sur une pellicule. Mais la véritable histoire, celle qui a défini les recoins silencieux de ma vie depuis lors, a commencé à l'instant même où ils m'ont remarqué. Ce qui s'est passé ensuite fut si soudain, si impossible, que j'ai passé des années à essayer de me convaincre que cela n'avait pu être réel. Aujourd'hui, pour la première fois, je suis prête à tout raconter. Ce que je m'apprête à vous dire va changer tout ce que vous croyez savoir sur ce qui existe dans les forêts reculées des étendues sauvages des Appalaches. En avril 1993, j'avais 28 ans et j'occupais un poste stable mais peu épanouissant de technicienne en électricité pour une compagnie d'électricité basée à Knoxville, dans le Tennessee. Le travail était précis, logique, et payait les factures. Mais ma véritable passion avait toujours été d'explorer les sentiers isolés des Great Smoky Mountains et des zones sauvages environnantes. Le week-end, je troquais mon uniforme de travail contre des chaussures de randonnée et ma boîte à outils contre un sac à dos de 65 litres, partant pour des endroits où le silence était si complet qu'il en devenait une présence physique. Ce printemps-là, j'avais économisé 2 semaines de vacances et planifié une expédition en solitaire à travers les sections les plus reculées des Smokies. Un voyage que je préparais méticuleusement depuis des mois. Mon itinéraire était ambitieux. J'avais l'intention de suivre de vieilles pistes forestières officiellement abandonnées dans les années 60, explorant des zones qui n'apparaissaient pas sur les cartes touristiques conventionnelles. Mon pick-up Chevy S10 de 1988 était chargé de provisions pour 10 jours, une solide tente North Face, un sac de couchage 0 degré, mon fidèle réchaud Coleman, des sachets de nourriture déshydratée, un purificateur d'eau et surtout mon matériel de photographie. La photographie était mon autre grand amour. Depuis mon adolescence, je documentais mes randonnées avec un Canon AE1, un appareil 35 mm robuste et fiable que j'avais acheté d'occasion en 1986. J'emportais toujours plusieurs pellicules Kodak Gold, 200 pour les paysages en couleur et des Tri-X, 400 pour les clichés en noir et blanc, qui selon moi capturaient le caractère intemporel et mélancolique des montagnes mieux que toute autre chose. Mon bien le plus précieux était un téléobjectif Canon de 300 mm qui m'avait coûté 3 mois de salaire, mais il valait chaque centime chaque fois que je parvenais à photographier une ours noire et ses petits ou un dindon sauvage en pleine parade à une distance de sécurité. C'était un mardi, le 13 avril, lorsque j'ai quitté mon petit appartement de Knoxville à 5 heures du matin. L'Interstate 40 n'était qu'un ruban d'asphalte désert à cette heure, et j'ai bientôt pris la sortie vers les routes de montagne sinueuses en direction du sud. Je me suis arrêté à Bryson City, en Caroline du Nord, pour prendre mon petit déjeuner au Smoky Mountain Diner, un établissement classique où les biscuits and gravy étaient légendaires. Le serveur, un homme d'une 60aine d'années nommé Harold, au visage buriné et bienveillant, a rempli mon thermos Stanley de café frais lorsque je lui ai dit que j'allais passer plusieurs jours dans la forêt. « Vous y allez seul ?» a-t-il demandé, le front plissé par une sorte d'inquiétude paternelle. Un garde forestier est passé la semaine dernière. Il disait qu'ils avaient trouvé d'étranges empreintes de pas près de Deep Creek, terriblement grandes. Probablement juste des ours qui sortent d'hibernation, ai-je répondu, une réplique bien rodée que j'avais servie de nombreuses fois. J'étais habitué aux histoires locales. La région était célèbre pour ses observations de Sasquatch, mais j'avais toujours été sceptique, ancré dans la réalité pratique de ma profession. En 7 ans d'exploration de ces montagnes,
Je n'avais jamais rien vu qui ne puisse être expliqué par la faune connue, des traces déformées ou une imagination hyperactive alimentée par le bruissement des feuilles dans le vent. Après le petit déjeuner, j'ai conduit encore 45 minutes sur des routes de plus en plus étroites jusqu'à atteindre le point de départ du sentier que j'avais choisi, le Hazel Creek Trail. C'était un chemin moins connu qui suivait un ruisseau cristallin jusqu'au cœur des montagnes. Mon plan était de le suivre pendant 2 jours jusqu'à atteindre une zone de forêt primaire où, selon de vieilles cartes topographiques que j'avais étudiées pendant des heures à la bibliothèque municipale, se trouvait une large clairière plate qui serait parfaite pour un camp de base. À 9h30 du matin, j'ai verrouillé mon pick-up, vérifié une dernière fois les sangles de mon sac à dos Kelty et commencé à marcher. La température avoisinait les 13 degrés Celsius, idéal pour une randonnée avec un lourd paquetage. L'air était frais et humide, imprégné de l'odeur riche et terreuse des prûches et des peupliers tulipes géants. Le bruit du Hazel Creek à ma droite était une bande-son constante et relaxante pour mon périple. Les premières heures furent paisibles, une véritable méditation en marchant. J'avançais d'un pas régulier, m'arrêtant de temps en temps pour photographier d'intéressants champignons en console, poussant sur des troncs d'arbres tombés, ou la façon dont les rayons du soleil perçaient l'épais couvert forestier. Le sentier était bien entretenu sur les 8 premiers kilomètres, probablement parce qu'il était assez accessible pour les randonneurs occasionnels, cherchant une simple expérience à la journée. Vers midi, je me suis arrêté pour déjeuner près d'une passerelle en bois qui enjambait un affluent plus petit du ruisseau. Je me suis assise sur un rocher plat échauffé par le soleil, j'ai sorti mon sandwich au beurre de cacahuète et à la confiture, un classique qui ne s'abîme pas facilement, et j'ai consulté ma carte topographique. J'avançais bien. Si je maintenais ce rythme, j'atteindrais ma zone de camping prévue bien avant la tombée de la nuit. En mangeant, j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel. Il y avait des empreintes de pas fraîches dans la boue molle près du bord du ruisseau. Elles étaient grandes, bien plus grandes que mes chaussures de randonnée en taille 39. Ma première réaction a été de penser à un ours, mais la forme était étrange. Elle n'avait pas les marques de griffes caractéristiques. Elle était plus allongée, presque humanoïde, avec un talon distinct et une plante de pied plus large. J'ai attrapé mon appareil photo et pris quelques clichés des traces, plus par curiosité de documentariste que par conviction qu'il s'agissait de quelque chose d'extraordinaire. Probablement juste un randonneur avec de grosses chaussures de travail, ai-je rationalisé. Ou peut-être que les pluies récentes avaient déformé des empreintes humaines ordinaires. Pourtant, une graine d'inquiétude avait été plantée. J'ai poursuivi mon chemin et, comme je m'y attendais, le sentier est devenu moins défini après la marque des 16 kilomètres. C'était là que les randonneurs occasionnels faisaient demi-tour et que seuls les plus expérimentés continuaient. La végétation s'est densifiée et je devais parfois enjamber d'énormes troncs d'arbres tombés qui bloquaient le passage. C'était exactement le genre d'environnement sauvage et indompté que j'aimais. Vers 16 heures, j'ai commencé à chercher un endroit pour installer mon camp pour la nuit. Je voulais trouver un emplacement avant qu'il ne fasse complètement noir, car monter une tente dans une forêt dense en n'utilisant qu'une lampe frontale était toujours un défi. C'est alors que je l'ai entendu pour la première fois. Un son étrange, comme un cri lointain, a résonné à travers les montagnes. Ce n'était pas un ours, ce n'était pas un lynx roux, ni un cougar. C'était quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant durant toutes mes années dans la nature. Je me suis figé, ma main se portant instinctivement vers la sangle de mon sac photo, essayant de localiser la direction et la distance. Le son est revenu, plus prolongé cette fois. Il était guttural, puissant, mais possédait une qualité presque mélodique, plaintive. Les poils se sont hérissés sur ma nuque. Le soleil était bas sur l'horizon, projetant de longues ombres inquiétantes sur les troncs massifs des vieux embruches. J'ai décidé d'accélérer le pas et de trouver un campement rapidement. 15 minutes plus tard, j'ai trouvé une petite clairière à une centaine de mètres du sentier,
avec un sol relativement plat et une vue partielle sur la vallée en contrebas. J'ai monté ma tente rapidement, profitant des dernières lueurs du jour. Il y avait quelque chose de réconfortant dans cette routine. Étaler la bâche de sol, assembler les arceaux, tendre les haubans. J'ai organisé mon équipement à l'intérieur de la tente, suspendu mon sac de nourriture à la branche d'un arbre éloigné. Protocole standard pour éviter d'attirer les ours. Et préparé un dîner simple sur mon réchaud. Des nouilles instantanées mélangées à une conserve de soupe au poulet Campbell's. Alors que l'obscurité tombait complètement, j'ai allumé ma lanterne Coleman et me suis assise sur une bûche voisine, écoutant les bruits de la forêt s'installer pour la nuit. Des hiboux ululaient au loin. Parfois, j'entendais des branches craquer, probablement des cerfs ou des sangliers se déplaçant dans le noir. Mais je n'ai pas réentendu ce cri étrange. À 21h30, j'étais dans mon sac de couchage, lisant un vieil exemplaire usé de Promenons-nous dans les bois de Bill Bryson. Mais mon esprit revenait sans cesse à ces empreintes bizarres et à ce son inexplicable. La logique me disait qu'il devait y avoir une explication rationnelle. La forêt était pleine de bruits qui pouvaient paraître étranges si l'on n'y était pas habitué. Finalement, l'épuisement de la journée m'a rattrapé et je me suis endormi au son doux et rythmé d'une légère pluie qui commençait à tomber sur le double toit de la tente. Je me suis réveillé en sursaut. Ma montre Timex, avec sa faible lueur verte, indiquait 3h52 du matin. Il y avait un bruit dehors. Ce n'était pas la pluie, elle s'était arrêtée. C'était quelque chose qui bougeait, quelque chose de grand, qui cassait des branches et marchait lourdement sur les feuilles sèches. Mon cœur s'est mis à battre contre mes côtes. Un ours, ai-je pensé immédiatement. Ça doit être un ours. Je suis resté parfaitement immobile dans mon sac de couchage, respirant aussi superficiellement que possible. Le protocole en cas de rencontre avec un ours était clair. Se faire paraître plus grand, faire du bruit, ne pas courir. Mais à l'intérieur d'une tente, la nuit, la meilleure stratégie était généralement de rester silencieux et d'espérer que l'animal se désintéresse et s'en aille. Le bruit a continué pendant plusieurs minutes. Quoi que ce fût, ça tournait autour de mon campement, mais sans trop s'approcher. Puis j'ai entendu quelque chose qui m'a glacé le sang, une respiration lourde et profonde, très près de la tente. Ce n'était pas le reniflement grognon d'un ours, c'était différent. Plus contrôlé, plus délibéré, comme les lentes et profondes inspirations d'un homme de grande taille, mais avec une résonance qui semblait faire vibrer l'air même. Je suis resté figé pendant ce qui m'a semblé une éternité, encore 20 minutes, jusqu'à ce que les bruits de mouvement et de respiration s'estompent enfin dans la forêt. Il a fallu une autre heure pour que mon cœur ralentisse suffisamment pour que je puisse retomber dans un sommeil agité. Quand le soleil du matin a enfin illuminé la forêt, j'ai prudemment ouvert la fermeture éclair de la tente et suis sorti. La première chose que j'ai remarquée, ce sont les empreintes. Il y en avait partout autour de mon campement dans le sol humide et meubles laissés par la pluie de la nuit. Elles étaient énormes. J'estimerais au moins 43 cm de long et 18 de large. Et elles avaient indubitablement la forme d'un pied humain, mais à une échelle impossible, monstrueuse. Mon esprit scientifique, la partie de moi qui travaillait comme technicienne, a essayé de trouver des explications. Quelqu'un portant des bottes spéciales pour faire une farce? Mais qui se promènerait si profondément dans la forêt à 4 heures du matin pour jouer un tour à une campeuse solitaire? Et les pas étaient profonds, indiquant quelque chose d'extrêmement lourd. De plus, on pouvait voir un espacement net entre les orteils dans certaines des empreintes, un détail qui serait incroyablement difficile à truquer. J'ai attrapé mon appareil photo et j'ai photographié les empreintes sous plusieurs angles, en plaçant ma chaussure à côté pour donner l'échelle. J'ai utilisé une pellicule entière de 36 poses juste pour les traces. Au moins, ce serait une curiosité intéressante à montrer à mes amis à mon retour à Knoxville. Mais j'étais profondément mal à l'aise. Une partie de moi voulait tout remballer et retourner à la sécurité de la civilisation.
L'autre partie, la partie curieuse qui me poussait à explorer des sentiers isolés en premier lieu, voulait enquêter. Quoi que ce soit qui ait visité mon campement s'était dirigé vers le nord, plus haut dans la montagne, dans la direction opposée au sentier principal. Après un petit déjeuner rapide composé de barres de céréales et de café instantané, j'ai pris une décision. J'allais passer une journée de plus à explorer la région. Si quelque chose d'autre d'étrange se produisait, je rentrerais. Mais de grandes traces, aussi troublantes soient-elles, n'étaient pas une menace directe. Les animaux sauvages sont naturellement curieux. Il était probable que la créature, quelle qu'elle soit, avait satisfait sa curiosité et ne reviendrait pas. J'ai rangé mon principal équipement photographique dans la tente, mais j'ai gardé un appareil compact Olympus Stylus, que je portais toujours dans la poche de ma veste pour des clichés rapides. J'ai également emporté des jumelles, une boussole, mon couteau suisse et des allumettes supplémentaires. J'ai décidé de faire une randonnée de reconnaissance à quelques kilomètres de mon camp, pour cartographier la zone immédiate et voir ce que je pourrais en trouver. J'ai suivi grossièrement la direction des traces en utilisant ma boussole pour maintenir un cap nord-nord-est. La forêt ici était primordiale, avec des pruches et des peupliers tulipes centenaires, leurs troncs si larges que 3 personnes se tenant par la main n'auraient pu en faire le tour. Il y avait quelque chose de cathédralesque dans ces lieux, un silence respectueux, rompu seulement par le cri occasionnel d'un corbeau et le murmure du vent dans les cimes. Après environ 1 heure de marche prudente, j'ai atteint une crête rocheuse qui offrait une vue partielle sur la vallée en contrebas. C'est alors que j'ai vu, de l'autre côté d'un ravin escarpé, une silhouette humaine. C'était clair. Une femme, d'après ce que je pouvais distinguer, portant ce qui ressemblait à des vêtements sombres et pratiques. Elle se tenait dans une zone relativement dégagée, entourée de quelques gros rochers et de troncs d'arbres tombés. Instinctivement, je me suis accroupi derrière un affleurement rocheux et j'ai levé mes jumelles. À travers les lentilles, je pouvais voir la femme plus clairement. Elle semblait avoir la cinquantaine, avec des cheveux grisonnants attachés en une tresse pratique et une veste de terrain marron usée. Elle avait un sac à dos vert à ses pieds et elle attendait. Oui, elle avait vraiment l'air d'attendre quelque chose ou quelqu'un. Ma curiosité s'est enflammée. J'étais si loin de la civilisation que trouver une autre personne ici était inattendu. Mais ce qui a vraiment capté mon attention, c'est son comportement. Elle n'arrêtait pas de jeter des regards nerveux autour d'elle, vérifiant une montre à son poignet, puis regardant vers la forêt dense au nord. J'ai décidé d'observer. Ce n'était pas comme si j'envahissais l'intimité de quelqu'un. Nous étions sur un terrain public et j'avais autant le droit d'être là qu'elle. De plus, il y avait quelque chose d'étrange dans toute cette situation. Qui organise un rendez-vous au milieu de nulle part? Je suis resté là pendant environ 15 minutes, puis je l'ai entendu à nouveau. Ce son, l'appel guttural que j'avais entendu la veille, mais cette fois, il était beaucoup plus proche, venant de la même direction que celle vers laquelle la femme faisait face. La femme s'est redressée immédiatement, et même de loin, je pouvais voir qu'elle était tendue, dans l'expectative. Et puis, sortant de la lisière dense des arbres, est apparu quelque chose qui a arrêté mon monde. C'était grand, incroyablement grand. J'estimerais environ 2,30 m, peut-être même plus. C'était couvert de poils brun foncé qui scintillaient légèrement sous la lumière filtrée de la forêt. Ça marchait debout comme un humain, mais il y avait quelque chose de primal dans ses mouvements, puissants mais étrangement gracieux. Ses bras étaient longs, descendant presque jusqu'à ses genoux, et même de loin, à travers les jumelles, je pouvais voir le visage. Il était simiesque, mais différent de tous les primates que je connaissais. L'arcade sourcilière était proéminente, le nez plat, et il y avait une expression dans ses yeux profonds. De l'intelligence. Ma main tremblait tellement que j'ai failli laisser tomber les jumelles. Sasquatch. Bigfoot. La créature qui n'était censée être rien de plus qu'une légende du folklore était là, à moins de 200 mètres,
marchant vers la femme à la tresse grisonnante. Et la femme ne fuyait pas. Elle n'avait pas l'air surprise. Elle levait une main, saluant, comme si elle accueillait un vieil ami. Mes mains tremblaient si fort que j'ai dû baisser les jumelles et prendre plusieurs profondes inspirations saccadées. Ce n'était pas possible. Ce que je voyais ne pouvait pas être réel. Mais quand j'ai relevé les jumelles, la créature était toujours là, se tenant maintenant à environ 6 mètres de la femme. Et il communiquait. Je ne pouvais pas entendre ce qui se disait de ma position de l'autre côté du ravin, mais je pouvais voir les lèvres de la femme bouger. Elle lui parlait. Et la créature, j'avais du mal à trouver un mot pour la nommer, répondait par des gestes, bougeant ses mains massives dans ce qui semblait être des motifs délibérés. À un moment donné, elle a penché la tête et je jurerais avoir vu ce qui ressemblait à un hochement de tête compréhensif. Mon instinct de photographe a soudainement pris le dessus sur le choc. Des preuves, il me faut des preuves. Avec des doigts tremblants, j'ai sorti de la poche de ma veste mon Olympus Stylus. C'était un appareil compact, tout automatique, pas idéal pour les photos à distance, mais c'était ce que j'avais. Mon canon avec le téléobjectif de 300 mm était au camp, et je me suis maudite de ne pas l'avoir apporté. J'ai lentement levé l'appareil, essayant de minimiser mes mouvements. J'étais partiellement caché derrière l'affleurement rocheux, avec des fougères offrant une couverture supplémentaire. Mais j'étais paranoïaque à l'idée que le moindre mouvement brusque puisse attirer l'attention. À travers le petit viseur de l'appareil, la scène était plus petite, moins détaillée, mais c'était quelque chose. Clic, la première photo. Le bruit du déclencheur me parut assourdissant pour mes sens exacerbés, mais ni la femme ni la créature n'ont réagi. Ils étaient trop concentrés l'un sur l'autre. J'ai pris une autre photo, puis une autre. L'appareil compact avait un flash intégré, mais je m'étais assuré qu'il était désactivé. La dernière chose dont j'avais besoin était un flash lumineux révélant ma position. À travers le viseur, j'ai regardé la femme fouiller dans son sac à dos et en sortir ce qui ressemblait à un sac en papier brun. Elle l'a ouvert et a retiré quelque chose. Je ne pouvais pas bien distinguer quoi, même avec les jumelles. De la nourriture, peut-être. Elle l'a tendu et la créature s'est approchée d'un pas, tendant une main massive. La main. Mon Dieu, la main était énorme, facilement 2 fois la taille d'une main humaine, avec des doigts épais couverts de poils rêches. Mais la façon dont elle bougeait, la dextérité avec laquelle elle prenait ce que la femme offrait, témoignait d'une créature bien plus sophistiquée que n'importe quel singe que j'avais pu voir dans les documentaires animaliers. La créature a porté l'objet à sa bouche, définitivement de la nourriture, et a semblé mâcher pensivement. La femme parlait à nouveau, plus animée maintenant, faisant des gestes vers la vallée en contrebas, puis de nouveau vers la forêt dense. La créature a répondu par une série de vocalisations graves qui ont traversé le ravin comme des sons profonds et caverneux. Pas des mots, certainement, mais il y avait une cadence, un motif qui suggérait une communication bien plus complexe que de simples cris d'animaux. Ce qui s'est passé ensuite me donne encore des frissons quand j'y repense. La créature s'est soudainement raidie, sa tête a pivoté vers la droite. Elle regardait presque directement là où je me cachais. La femme a immédiatement remarqué le changement de son comportement et s'est retournée pour regarder aussi. Pendant un instant terrifiant, à couper le souffle, j'ai été sûr d'avoir été repéré. Mais la créature a fait un geste rapide, presque un signe de la main dédaigneux, et a reporté son attention sur la femme. Pourtant, quelque chose avait changé. L'interaction est devenue plus hâtive. La femme parlait plus vite, sortant un carnet et montrant quelque chose sur les pages à la créature. La créature l'a étudié un instant, a fait quelques gestes de plus, puis s'est retournée et a commencé à repartir vers la lisière des arbres. La femme l'a regardé partir, puis a commencé à ranger ses affaires rapidement. Je suis resté figé dans ma cachette pendant encore 10 minutes après leur départ, à tous les deux. Mes jambes étaient prises de crampes.
Mon cœur battait toujours la chamade, et mon esprit était en plein désarroi. Je venais d'être témoin de quelque chose d'impossible, quelque chose qui défiait toute compréhension scientifique de ce qui existait dans ces montagnes. Quand j'ai finalement bougé, j'ai failli trébucher. Mes jambes étaient raides et je ne faisais pas attention au terrain. J'ai manqué de me tordre la cheville sur une racine exposée, ce qui m'a ramené à la réalité. Se blesser ici, seul, serait catastrophique. Le retour à mon camp a pris environ 45 minutes. Quand je suis arrivé à mon campement, tout était comme je l'avais laissé. Bien que je me sois surprise à vérifier nerveusement le périmètre à la recherche de nouvelles traces, il n'y en avait aucune. Je me suis assise sur la bûche près de ma tente et j'ai essayé de calmer mes pensées agitées. La partie logique de mon cerveau n'arrêtait pas de chercher des explications alternatives. Quelqu'un aurait-il pu construire un costume élaboré ? J'avais vu le film de Patterson-Gimlin de 1967, les célèbres images que les passionnés de Bigfoot prétendaient réelles. Les sceptiques disaient que ce n'était qu'une personne dans un costume. Cela aurait-il pu être quelque chose de similaire? Un canular élaboré sur lequel j'étais tombé? Mais le mouvement, la façon dont il se tenait, la taille et les proportions, créer un costume aussi convaincant serait presque impossible. Et pourquoi? Pourquoi quelqu'un se donnerait-il tant de mal ici, à des kilomètres de tout témoin, se rencontrant en secret? Les farceurs veulent de l'attention, pas de l'intimité. Non, ce que j'avais vu était réel. J'en étais certaine, aussi certaine que je ne l'avais jamais été de quoi que ce soit. J'ai sorti mon carnet, un journal de terrain résistant aux intempéries que je portais toujours, et j'ai commencé à noter tout ce dont je pouvais me souvenir. L'heure, le lieu, j'ai noté les coordonnées en me basant sur ma carte topographique et mes relevés de boussole, des descriptions détaillées de la femme et de la créature, la nature de leur interaction, tout. Si j'allais avoir des preuves photographiques, il me fallait une documentation écrite détaillée pour les accompagner. La créature mesurait environ 2,30 m, ai-je estimé, peut-être un peu plus. Couverte de poils bruns foncés, plus longs autour des épaules et du haut du dos. Le visage était à peau foncée, sous des poils faciaux clairsemés, avec une arcade sourcilière proéminente et un nez plat. Les bras étaient disproportionnellement longs par rapport aux proportions humaines. La poitrine était massive, en forme de tonneau. Les jambes étaient épaisses et puissantes. La femme, caucasienne, entre 50 et 60 ans environ, cheveux grisonnants en tresse, mesurant peut-être 1,70 m, de corpulence moyenne, veste de terrain marron, pantalon foncé, probablement un jean, chaussures de randonnée. Elle portait un sac à dos vert à armature externe, probablement un Kelty ou une marque similaire populaire à l'époque. Elle semblait à l'aise, familière avec la créature, ne montrant aucune peur. J'ai écrit pendant près d'1 heure, remplissant des pages d'observations et de questions. Puis je suis passé aux questions pratiques. Si je voulais obtenir une meilleure documentation, il me fallait un plan. La question était: devais-je essayer de trouver d'où venait cette femme? Il devait y avoir un véhicule quelque part, un autre point d'accès au sentier. Si elle rencontrait régulièrement la créature, elle devait avoir un moyen fiable de se rendre à cet endroit. Alternativement, je pouvais surveiller le lieu de rencontre et attendre de voir si l'un d'eux revenait. Mais combien de temps attendrais-je? Mes provisions étaient prévues pour 10 jours et je n'en étais qu'au 2e jour. Alors que je pesais mes options, j'ai entendu quelque chose qui m'a glacé le sang. Cet appel, encore, la vocalisation gutturale et d'un autre monde que j'avais entendu la veille, et ce matin. Mais cette fois, c'était différent. Il semblait plus proche, et il a été suivi d'un autre appel, légèrement différent dans le ton, venant d'une autre direction. Il communiquait. Il y en avait plus d'un. Je me suis levé rapidement, regardant instinctivement autour de moi. La forêt m'a soudain semblé moins un désert paisible qu'un territoire appartenant à autre chose. Quelque chose que je ne comprenais pas et que je n'avais peut-être pas le droit de documenter. Mais je ne pouvais pas partir, pas encore. C'était trop important. J'ai pris une décision. Demain, je déplacerai mon camp plus près du lieu de rencontre que j'avais observé. J'apporterai mon véritable équipement photo et je trouverai un meilleur point de vue.
Si cette femme revenait, si la créature revenait, je serais prête. J'obtiendrais des photographies claires et indéniables qui prouveraient au monde ce que j'avais vu. Cette nuit-là, alors que je réchauffais un sachet de bœuf stroganoff lyophilisé sur mon réchaud Coleman, je ne pouvais empêcher mes mains de trembler. J'étais venu dans les Great Smoky Mountains à la recherche de solitude et de beaux paysages à photographier. Au lieu de cela, j'étais tombé sur quelque chose qui défiait tout ce que je croyais savoir sur le monde. Le soleil se couchait, peignant le ciel visible à travers la canopée de nuances d'orange et de violet. Quelque part là-bas, dans la forêt qui s'assombrissait, des créatures qui ne devraient pas exister menaient leur vie. Et un humain, au moins, était au courant et gardait leur secret. Maintenant, je faisais partie de ce secret aussi. La question était, qu'allais-je en faire? J'ai à peine dormi cette nuit-là. Chaque son à l'extérieur de ma tente semblait amplifié. Le bruissement des feuilles, le craquement de branches lointaines, le cri occasionnel d'un oiseau de nuit. Vers 2 heures du matin, j'ai de nouveau entendu les appels. 2 vocalisations distinctes, en va-et-vient, comme une conversation portée sur des kilomètres de forêt. Ils n'étaient pas menaçants, juste là, un rappel que je partageais cette nature sauvage avec quelque chose d'extraordinaire. Aux premières lueurs, je démontais déjà le camp. J'avais décidé de me rapprocher du point d'observation de la veille, mais pas au point d'être facilement découverte. Je devais trouver un endroit avec une bonne visibilité de la clairière où la femme et la créature s'étaient rencontrées, mais avec suffisamment de couverture pour rester cachées. J'ai remballé mon équipement avec soin en m'assurant que mon Canon AE1 et le téléobjectif de 3 cm étaient facilement accessibles dans le compartiment supérieur de mon sac. J'avais chargé une nouvelle pellicule Kodak Tri-X 400 noir et blanc. Elle était plus rapide que la pellicule couleur, meilleure pour les conditions de faible luminosité sous le couvert forestier, et le grain pourrait en fait ajouter de la crédibilité à ce que je capturerais. Trop net, et les gens pourraient penser que c'était truqué. Le déplacement a pris environ 2 heures. Je me suis déplacé plus lentement, plus délibérément, scrutant constamment tout signe des créatures ou de la femme mystérieuse. J'ai trouvé mon nouvel emplacement de camp vers 9 heures du matin. C'était un petit creux, naturellement dissimulé à environ 150 mètres de la clairière, où j'avais été témoin de la rencontre de la veille, du même côté du ravin cette fois. Un pruche tombé avait créé un brise-vent naturel, et le sous-bois environnant était assez dense pour cacher ma tente à une observation fortuite. Plus important encore, il y avait un emplacement à une trentaine de mètres du camp où je pouvais m'installer et avoir une ligne de vue claire sur la zone de rencontre. L'installation a pris une autre heure. Je voulais que tout soit organisé. La tente positionnée pour un accès rapide mais cachée de la vue, la nourriture correctement stockée et surtout mon poste d'observation préparé. J'ai trouvé un endroit entre 2 gros rochers couverts de mousse où je pouvais m'asseoir confortablement pendant de longues périodes. Les interstices entre les rochers et les fougères environnantes offraient une excellente dissimulation tout en offrant des lignes de vue claires. J'ai installé mon appareil photo sur un petit trépied que j'avais apporté, le positionnant de manière à pouvoir l'ajuster rapidement pour différents angles. À côté, j'ai placé mes jumelles et mon carnet. À 11 heures du matin, j'étais en position. Et puis, j'ai attendu. Les planques, ai-je vite appris, sont d'un ennui mortel. Dans les films, il se passe toujours quelque chose rapidement. En réalité, vous restez assis pendant des heures avec rien d'autre que vos pensées et les sons ambiants de la forêt. J'ai regardé des écureuils se poursuivre autour des troncs d'arbres. J'ai observé un petit troupeau de cerfs de Virginie traverser la vallée en contrebas. Mais pas de femme à la tresse grisonnante, pas de Sasquatch. J'ai maintenu ma position jusqu'à ce que la lumière commence à décliner vers 18 heures. Puis, je suis retourné prudemment au camp. Mes jambes étaient raides, mon dos me faisait mal, et je n'avais rien à montrer, à part quelques photos décentes de cerfs. Le 3e jour a suivi le même schéma. Debout à l'aube, au poste d'observation à 7 heures du matin, attendant jusqu'au crépuscule. Rien. J'ai commencé à me demander si je m'étais trompé en pensant que c'était un lieu de rencontre régulier. Peut-être que c'était un événement unique.
Ce soir-là, alors que j'étais assise près de ma tante à manger un sachet de chili mac de Mountain House, je les ai de nouveau entendus, les appels plus proches qu'auparavant. Et cette fois, il y avait quelque chose de différent dans les vocalisations, une qualité qui semblait presque curieuse, investigatrice. J'ai eu le sentiment troublant qu'ils savaient que j'étais là. Ils étaient conscients de la nouvelle présence humaine sur leur territoire. 4e jour. Je commençais à faire mes calculs mentaux concernant les provisions. J'avais apporté assez de nourriture pour 10 jours, mais j'avais mangé plus que prévu. Probablement l'énergie nerveuse qui brûlait des calories supplémentaires. Je pouvais tenir jusqu'à 12 jours si nécessaire. J'étais à mon poste d'observation à 6h30 du matin. La matinée était couverte avec une légère brume suspendue dans les vallées. J'ai failli ne pas la voir arriver. La femme à la tresse grisonnante est apparue vers 8h du matin, émergeant du sentier ouest. Elle portait le même sac à dos vert, mais cette fois, j'ai remarqué quelque chose que j'avais manqué auparavant. Elle portait un long bâton en bois, délibérément sculpté de ce qui ressemblait à des marques ou des symboles. Elle a posé son sac à dos et s'est tenue au milieu de la clairière, tenant le bâton verticalement. Puis elle a fait quelque chose d'étrange. Elle a levé le bâton et l'a frappé contre le sol 3 fois, créant un son sourd et creux qui a porté au loin. Puis elle a attendu. J'avais mon appareil photo prêt, le doigt sur le déclencheur. 5 minutes ont passé, puis 10. Et puis je l'ai entendu, cette vocalisation, l'appel grave et caverneux. Mais cette fois, il venait de très près de ma position. Je me suis figé. Lentement, osant à peine respirer, j'ai tourné la tête vers la gauche. Et là, à peut-être une douzaine de mètres, partiellement masqué par le sous-bois, il y en avait un autre. Celui-ci était légèrement plus petit, peut-être 2,10 m. Les poils étaient plus foncés, plus noirs que bruns. Et il regardait directement vers la clairière, semblant ignorer ma présence à quelques mètres de là. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. Très très lentement, j'ai déplacé ma main vers mon appareil photo. La créature a soudainement émis une autre vocalisation plus douce, presque conversationnelle. Et de la clairière, une réponse est venue. J'ai risqué un coup d'œil vers le lieu de rencontre et j'ai vu que le plus grand Sasquatch était arrivé. Il s'approchait de la femme, qui souriait vraiment, et tendait la main en guise de salutation. La créature près de moi a commencé à se déplacer vers la clairière, et une fois qu'elle s'est éloignée, j'ai reporté mon attention sur la scène. Maintenant, ils étaient 2 avec la femme. Ils communiquaient sans aucun doute. La femme parlait, les créatures répondaient par des vocalisations et des gestes. J'ai commencé à photographier. Clic, avance, clic, avance. J'ai regardé la femme fouiller dans son sac à dos et en sortir des objets. Plus de nourriture. Puis elle a sorti un livre ordinaire avec une couverture sombre. Elle l'a ouvert et semblait montrer quelque chose à la plus grande créature, qui s'est penchée pour regarder. La plus petite s'est également approchée. C'était au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Ce n'étaient pas seulement des créatures intelligentes, elles interagissaient avec des artefacts humains, avec des documents écrits. L'interaction a continué pendant environ 20 minutes. À un moment donné, la plus grande créature a fait un geste vers la forêt au nord, et la femme a sorti ce qui ressemblait à une carte topographique. Il semblait discuter de quelque chose de spécifique, traçant des itinéraires sur la carte. Puis, quelque chose a changé. La plus petite créature s'est soudainement raidie, sa tête pivotant brusquement vers l'est. La plus grande l'a remarqué immédiatement, et les 2 créatures sont devenues totalement immobiles. Un son est parvenu à mes oreilles, lointain, mais se rapprochant. Un moteur, un hélicoptère. Les créatures ont réagi immédiatement. Sans aucun signal apparent, elles se sont toutes 2 retournées et ont commencé à se déplacer rapidement vers la lisière des arbres. La femme se dépêchait de rassembler ses affaires. En quelques secondes, les 2 créatures avaient disparu dans la forêt et la femme se hâtait sur le sentier ouest. Le bruit de l'hélicoptère s'est intensifié,
tournant autour de la zone générale pendant une quinzaine de minutes avant que le son ne s'estompe vers l'ouest. Je suis resté caché pendant une autre heure avant de retourner au camp, secoué. Ce n'était pas une rencontre fortuite, c'était une relation. Et quelqu'un d'autre, qui que ce soit dans cet hélicoptère, pourrait être au courant que quelque chose se passait dans cette région. Le soir venu, j'avais élaboré un nouveau plan. Demain, je n'observerai pas seulement. J'essaierai de suivre la femme quand elle partirait, découvrir d'où elle venait, qui elle était. Les créatures étaient importantes, mais comprendre le côté humain de ce mystère me semblait tout aussi crucial. 5e jour. J'ai préparé un petit sac de jour et me suis positionné près du sentier ouest. La femme est arrivée vers 8h15, a accompli le même rituel, mais aujourd'hui, rien ne s'est passé. L'hélicoptère a dû les effrayer. Vers 9h30, elle a mis son sac sur son épaule et a commencé à repartir. J'ai attendu 2 minutes, puis j'ai commencé à la suivre. Suivre quelqu'un à travers une forêt est plus difficile qu'il n'y paraît. Après 1 heure, le sentier a bifurqué. Je l'ai perdu un instant, puis j'ai trouvé une éraflure fraîche sur une racine sur la fourche de droite et j'ai continué. Après 45 minutes de plus, j'ai entendu des voix. La voix de la femme et une autre, une voix féminine plus jeune. J'ai rampé jusqu'à pouvoir voir à travers la végétation. Il y avait une petite clairière avec un camp plus établi, une grande tente en toile de type canadienne, un foyer en pierre, du matériel sous des bâches. La femme que j'avais suivie était là, parlant avec une femme d'une trentaine d'années, aux cheveux courts, noirs et bouclés. « Rien aujourd'hui », disait la femme à la tresse. « J'ai attendu plus d'1 heure. L'hélicoptère d'hier les a probablement repoussés plus profondément dans les hautes terres, » a répondu la plus jeune. « Bon sang ! C'est la 3e fois ce mois-ci. Le service des forêts fait plus de survols que d'habitude. Ça pourrait être pour la surveillance des incendies. Le temps a été sec. Ou ça pourrait être les gens de Harrison, a dit la femme à la tresse en secouant la tête. Harrison n'est pas au courant de cette zone. Nous avons été prudents. Harrison ? J'écoutais attentivement, prenant silencieusement des notes. Nous devons à nouveau déplacer le point de rencontre, a dit la plus jeune. Plus au nord, plus haut. Ça ne va pas leur plaire. Il a fallu 3 ans pour établir ce niveau de confiance. 3 ans. Il y a autre chose, a dit la femme à la tresse, et mon sang s'est glacé. Je pense que quelqu'un pourrait nous observer. Le groupe familial, le patriarche l'a mentionné la semaine dernière. Il a dit qu'ils avaient senti un autre humain sur le territoire, quelqu'un qui ne faisait pas partie des schémas de patrouille habituels. Il l'a décrit comme une énergie curieuse, pas menaçante, mais présente. Nous devrons peut-être suspendre le contact pendant un certain temps, a répondu la plus jeune, que l'autre appelait Sarah. S'il y a un témoin, si quelqu'un a documenté quoi que ce soit. Je sais, mais nous sommes si proches, Sarah. Les données sur les schémas de migration sont à elles seules inestimables. Et la Fondation ne va pas aimer une suspension. Fondation. C'était une opération de recherche organisée et financée. Leur directive principale, a dit la femme plus âgée, était la protection. Si une exposition se produisait, tout ce pourquoi elles avaient travaillé serait perdu. J'étais tombé sur quelque chose de bien plus grand qu'une simple amitié entre un humain et un Bigfoot. C'était une étude scientifique secrète et à long terme, et les créatures elles-mêmes, le patriarche, m'avaient senti. La pensée était à la fois excitante et terrifiante. Après une vingtaine de minutes, la femme à la tresse est partie, et Sarah a fait une transmission radiocodée. Renard gris à tanière, point de situation, contact négatif en raison de l'activité aérienne. Le secteur 12 reste dégagé. Je suis retourné à mon camp, l'esprit en ébullition. Ces gens avaient décidé que garder le Sasquatch secret était la meilleure façon de le protéger. Et j'avais des photographies qui pouvaient détruire tout ce qu'ils avaient construit. En arrivant dans mon camp, j'ai sorti les 3 pellicules exposées de mon sac.
Ces petites bobines contenaient des preuves qui pouvaient prouver l'existence du Sasquatch, mais elles contenaient aussi des preuves qui pouvaient mettre en danger toute une espèce. Le dilemme éthique était écrasant. Alors que le crépuscule tombait, j'ai de nouveau entendu les appels, mais cette fois, ils semblaient différents. Plaintifs, presque, comme s'ils lamentaient quelque chose de perdu. Le patriarche savait que j'étais là. Le groupe familial était probablement en train de déménager maintenant, abandonnant un territoire qu'ils utilisaient depuis des générations. Tout cela parce qu'un humain curieux était tombé dans leur monde avec un appareil photo. Le poids de tout cela était accablant. Les 6e et 7e jours se sont écoulés dans un flou de débats internes. Je suis resté à mon camp, ne m'aventurant plus pour la surveillance. Cela me semblait mal maintenant. Le soir du 7e jour, j'écrivais dans mon journal à la lumière de la lanterne quand j'ai entendu un bruit. Pas les appels lointains, mais quelque chose de plus proche. Des pas lourds et délibérés approchant de mon camp. Mon premier instinct a été la peur, mais je me suis forcé à rester calme, à rester assise. Les pas se sont arrêtés à une dizaine de mètres, juste au-delà du cercle de lumière de la lanterne. Je pouvais entendre une respiration profonde et mesurée, puis une voix, une vocalisation grave et caverneuse avec un ton interrogateur. « Bonsoir », ai-je dit, ma voix à peine un murmure. « Je ne vous veux aucun mal. » Silence. Puis une autre vocalisation, plus contemplative. Lentement, j'ai tendu la main et j'ai éteint la lanterne. Mes yeux se sont habitués à l'obscurité, illuminés seulement par une demi-lune. Et puis, je l'ai vu. Le plus grand Sasquatch, le patriarche, se tenait à la lisière de mon camp. Au clair de lune, ses poils sombres semblaient presque argentés. Ses yeux intelligents étaient fixés sur moi. Nous sommes restés comme ça pendant ce qui a semblé une éternité. Ce n'était pas une rencontre agressive, c'était une évaluation. « Je vous ai vu », ai-je dit doucement. « Je vous ai vu avec la femme, j'ai pris des photos. Je ne sais pas pourquoi j'ai avoué. Cela me semblait juste nécessaire. Je ne sais pas quoi en faire. » La créature a penché la tête, et je jurerai sur tout ce que j'ai de plus sacré qu'elle m'a comprise. Elle a fait un pas en avant, puis un autre, s'arrêtant à environ 5 mètres. Je pouvais la sentir, une odeur terreuse et musquée, comme la terre humide et l'écorce de pruche. Puis elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle a passé la main derrière son dos et a sorti une branche qui avait été délibérément dépouillée de ses petites brindilles et de son écorce, créant un motif. La créature l'a tendue vers moi. Je me suis levé lentement et j'ai fait un pas en avant, puis un autre, jusqu'à ce que je sois assez proche pour prendre la branche. Nos doigts se sont presque touchés lorsque je l'ai saisie. Au moment où je l'ai eue, la créature a émis un son doux, presque tendre, et puis elle s'est retournée et s'est éloignée, disparaissant dans la forêt avec un silence impossible. Je suis resté là, tenant la branche, tremblante. C'était un cadeau, une reconnaissance, un message. J'ai passé le reste de cette nuit à l'examiner. Le motif gravé n'était pas aléatoire. Il formait une séquence répétitive, 3 marques, puis 2, puis de nouveau 3. C'était clairement intentionnel, fait avec un but et une pensée. Ce n'était pas seulement un animal intelligent, c'était un être pensant, créateur, et je tenais dans mon sac des photographies qui pouvaient faire s'effondrer tout son monde. Au matin, j'avais pris ma décision. 8e jour. J'ai démonté le camp pour la dernière fois, ne laissant aucune trace. Mais avant de partir, j'ai pris les 3 pellicules exposées de mon sac. Une par une, j'ai sorti la pellicule des bobines, l'exposant complètement à la vive lumière du matin. 108 photographies de preuves, rendues inutilisables en quelques secondes. Alors que la pellicule se recroquevillait et se dégradait au soleil, je n'ai ressenti aucun regret, mais un soulagement. Cette histoire n'était pas à moi de la raconter, pas de cette façon. Je n'ai gardé que la branche. La randonnée de retour à mon camion a pris la majeure partie de la journée. Le trajet de retour à Knoxville a été long et contemplatif.
Je me suis arrêté au Smoky Mountain Diner où Harold s'est souvenu de moi. « Comment s'est passé votre voyage, ma petite ?» a-t-il demandé. « Avez-vous pris de belles photos ?»« Pas celles que j'attendais, » ai-je répondu honnêtement. Mais ce fut instructif. Il a souri d'un air entendu. La forêt a une façon de nous montrer ce que nous avons besoin de voir, pas toujours ce que nous voulons voir. De retour dans mon appartement, la branche a trouvé sa place sur une étagère de mon salon. Environ 6 mois plus tard, en octobre 1993, j'ai reçu un colis sans adresse d'expéditeur posté de Bryson City. À l'intérieur se trouvait un livre académique d'une petite maison d'édition. The Hidden Wilderness, Cryptozoology and Conservation Ethics, par le Dr. Robert Crawford. Glissé à l'intérieur, une note manuscrite sur du papier ordinaire. « Merci pour votre discrétion. Le patriarche se souvient de vous. Un ami. » J'ai lu le livre de bout en bout. Il traitait de l'éthique de la recherche d'espèces inconnues, mais en lisant entre les lignes, il était clair que l'auteur en savait plus qu'il ne le disait. Il écrivait sur le fardeau de l'observateur et le paradoxe de la protection. Comment prouver que quelque chose existe pouvait être la chose même qui le détruirait. Dans les remerciements, il remerciait les chercheurs de terrain dévoués qui ont choisi d'être des gardiens plutôt que de chercher la gloire. Les années ont passé. J'ai fait de ma photographie une carrière de pigiste, plaidant pour la préservation de la nature sauvage. Je ne suis jamais retourné dans cette zone spécifique, mais je n'ai jamais oublié. En 2003, lors d'une exposition de photographie à Atlanta, un homme âgé se tenait devant l'un de mes tirages des Smokies. « Vous avez passé du temps dans les endroits profonds », a-t-il dit. Ce n'était pas une question. « Oui », ai-je répondu, « il y a longtemps. » Il a étudié mon visage. Certains d'entre nous savent. Nous sommes discrets à ce sujet, mais nous savons. Nous sommes plus nombreux que vous ne le pensez. Des gens qui ont choisi d'être des témoins plutôt que des lanceurs d'alerte. Il m'a tendu la main. Robert Crawford. Mes yeux se sont écarquillés. L'auteur du livre. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Il a confirmé qu'il existait un effort organisé pour étudier et protéger les populations de Sasquatch, financé par une coalition de groupes de conservation et de donateurs privés. Le public n'est pas prêt, a-t-il expliqué. Peut-être un jour, mais pour l'instant, une preuve signifierait la destruction. Avant de partir, il a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. On vous a fait un cadeau. Pas la branche, bien que cela en fasse partie. Le vrai cadeau, c'était la connaissance. Vous avez été reconnu par eux. Ce n'est pas un fardeau, Elena, c'est un honneur. Aujourd'hui, en novembre 2025, j'ai 60 ans. La branche est toujours sur mon étagère, patinée par le temps, mais montrant encore ses marques délibérées. J'ai passé 3 décennies à utiliser ma photographie pour plaider en faveur de la protection des forêts primaires, pour le maintien de zones sans route où des choses que nous ne comprenons pas entièrement peuvent continuer d'exister. Je ne regrette jamais d'avoir détruit ces photographies. Elles n'auraient rien prouvé au final. Mais les détruire signifiait qu'une famille d'êtres intelligents pouvait continuer à vivre sans être dérangée, pouvait continuer à faire confiance aux quelques humains qui avaient mérité cette confiance. Le monde a tellement changé depuis 1993. Il leur est plus difficile de rester cachés, j'en suis sûr, mais d'une manière ou d'une autre, ils y parviennent, parce qu'il y a encore des endroits trop reculés, trop accidentés, trop sauvages, pour que notre technologie puisse les pénétrer entièrement. Et parce qu'il y a des gens, des chercheurs, des gardes forestiers, des randonneurs comme moi, qui sont devenus les gardiens de leurs secrets. Ceci est mon histoire. Je l'ai finalement écrite après 32 ans. Je ne m'attends pas à ce que vous y croyiez, mais j'espère qu'elle vous fera réfléchir à 2 fois avant d'exiger des preuves, avant d'insister pour que chaque mystère soit résolu. Certaines choses méritent de rester dans l'ombre, certains êtres méritent de vivre sans être dérangés.
Et certains secrets sont gardés non par peur ou par tromperie, mais par amour et par respect. La branche est toujours sur mon étagère. Un rappel de la nuit où une légende a tendu la main à une humaine effrayée et a dit, sans mots, « Nous te voyons aussi ». Et c'était suffisant. C'était tout.